aujourd'hui d'interculturalité indo-océanique et de créolité. Alors citons d'abord le champ d'observation de l'interculturalité en question et ce qui la caractérise physiquement. Territoire, climat, courant marin. Et socialement, peuple autochtone, grande migration historique, influence culturelle. L'océan Indien est le plus petit des océans. L'historien mauricien Auguste Toussaint écrit « Autre constatation qui ressort de la comparaison des océans entre eux, la symétrie de l'océan Indien. Alors que l'Atlantique ressemble à un couloir en forme de S et que le Pacifique a une forme vaguement circulaire, l'océan Indien évoque l'image d'un W renversé, immense golfe à deux branches, l'une constituée par la mer d'Oman, l'autre par le golfe du Bengale, séparés par l'avancée de la péninsule indienne et couvrant chacune une surface à peu près égale à celle de l'Europe. Ces considérations géographiques expliquent l'important trafic maritime dont il est l'objet depuis la plus haute antiquité, bien avant l'arrivée du premier portugais Vasco de Gama en 1498. Il se distingue aussi par son caractère essentiellement tropical qui le rend exempt de brouillard, de brume, de glace flottante et d'autres phénomènes propres à entraver la navigation. Il est parcouru par des courants atmosphériques essentiels pour la marine à voile, les moussons et les alizés du sud-est. Il y a deux moussons, écrit Toussaint, celle du nord-est ou d'hiver, qui souffle de l'Inde vers l'Afrique orientale d'octobre à avril, et celle du sud-ouest ou d'été, qui souffle dans la direction opposée de juin à septembre. Cet océan possède également un grand courant marin qui le traverse d'est en ouest, partant de la mer de Timor en Indonésie pour aboutir au canal du Mozambique. Ce courant explique la présence à Madagascar d'une race d'origine indonésienne dont les ancêtres furent poussés par lui vers cette île à une époque très ancienne, nous dit Auguste Toussaint, qui pourtant dans son Histoire des Mascareignes, édition Berger-Levrault, Paris 1972, affirme que les Malais ont dû longer les côtes asiatiques puis africaines pour arriver jusqu'à Madagascar. Au final, on ne sait pas trop comment s'est faite la traversée qui a amené aujourd'hui les gens qui peuplent les hauts plateaux de Madagascar, c'est-à-dire les Mernes. Mais la navigation à voile sans trop de précision de cap peut donc se pratiquer assez facilement dans l'océan Indien. D'autant plus que malgré les cyclones et les orages, l'océan Indien reste de l'avis des marins le plus clément de tous les océans. C'est d'ailleurs le seul qu'on voit encore parcourir de nos jours dans certaines régions par des navires fragiles qui ne tiendraient pas longtemps dans l'Atlantique ou le Pacifique. Les pirates somaliens, par exemple, abordent souvent de gros bateaux de commerce avec de simples barques poussées par des moteurs hors-bord puissants à plusieurs centaines de milles de la côte africaine. Quant aux kwassa-kwassa comoriens, assurant le trafic des migrants clandestins d'Anjouan vers Mayotte, ce ne sont généralement que de minuscules esquifs à fond plat, de 7 mètres de long, surchargés et mal équipés. Le voyage se termine malheureusement souvent par le chavirement et des noyades. Les anciens ne connaissaient bien que la moitié septentrionale de l'océan, quant à sa moitié australe, bien que les Arabes et les Chinois y aient effectué quelques poussées assez hardies vers la fin du premier millénaire de l'ère chrétienne, son histoire ne commence vraiment que beaucoup plus tard avec le voyage de Vasco de Gama en 1498. Alors, cette affirmation de Toussaint paraîtra bien excessive aux historiens impartiaux. L'histoire commençant dans quelques parties du monde avec l'arrivée des Européens, ceux qui s'y trouvaient alors n'étant pas assez entrés dans l'histoire. On a déjà entendu ce genre de couplet tout récemment dans la bouche d'un des plus hauts personnages de l'État français à propos de l'Afrique noire. Le président de la République française, Sarkozy,
dans un discours à Dakar, déclarait « L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire ». C'est une vision ethnocentrique occidentale que je ne peux partager. Les musulmans n'ont-ils pas entretenu de très longue date des relations régulières avec les Comores, y laissant leur religion et leur modèle politique, le sultanat? Les boutres comoriens et malgaches n'ont-ils pas trafiqué dans le sud-ouest de l'océan bien avant l'arrivée des Européens? D'où viendrait donc le nom de ce puits des Arabes que l'on découvre dans le sud de la Réunion? Je n'ai aucune prétention à expliquer l'origine de cette appellation et ne me risquerai surtout pas à le faire. Auguste Toussaint, dont j'apprécie par ailleurs l'érudition, en ramenant le début de l'histoire de l'océan Indien à l'arrivée de Vasco de Gama, fait de l'ethnocentrisme. D'ailleurs, il se contredit un peu plus loin en reconnaissant que les deux mondes en question, le nord de l'océan Indien et le sud, sont très divisés et qu'ils s'interpénètrent toutes deux au point qu'il est difficile de trouver entre eux une ligne de démarcation. Alors, jusqu'où sont descendus les Arabes, jusqu'où sont montés les Malgaches. L'appellation Levant s'applique depuis le Moyen-Âge à la région du Proche-Orient incluant le Liban, la Syrie, la Jordanie, Israël et les territoires palestiniens. Je ne vois pas trop pourquoi Toussaint veut faire remonter l'océan Indien jusqu'au rivage de la Méditerranée. Par contre, pousser ses limites jusqu'à ceux de la péninsule indo-chinoise ne me paraît pas absurde, sur le plan historique en tout cas. L'actuel Vietnam, dont les côtes sont baignées par la mer de Chine, fut occupé anciennement par des Indiens, ou le royaume de Cham. Mais le grand historien et archiviste mauricien est un sociologue de premier plan lorsqu'il fait le distinguo très net entre les masses continentales, Afrique, Inde, Indochine, les îles-continents qui y sont plus ou moins liées humainement, Java, Sumatra, Bornéo, Ceylan, Madagascar, et les minuscules archipels du sud-ouest de l'océan Indien qui constituent un monde à part, mais formant ensemble une unité de civilisation, même très modeste à l'échelle de la planète. Et voilà ce qu'il écrit. À peu près à mi-chemin entre Ceylan et la côte orientale de l'Afrique se trouvent trois groupes d'îles au nom bizarre. Groupe des Chagos, groupe des Seychelles et beaucoup plus bas, groupe des Mascareignes. Bien qu'ils soient séparés par des centaines de milles marins et qu'il n'existe encore aucun terme générique pour les désigner, ces trois groupes forment en fait un ensemble distinct, possédant des caractères communs. Le nom d'île africaine est impropre, puisque les îles en question ne tiennent en aucune manière à l'Afrique, ni par l'histoire, ni par la géographie. Ce qui constitue la profonde originalité de ce monde insulaire, c'est qu'il est tout baigné des tendresses marines, comme l'a noté si poétiquement le géographe Wellers. Toussaint fait ici référence à une période antérieure à la colonisation de ces îlots par l'homme, car en effet, avant cette époque, rien ne permet de les rattacher ni à l'Afrique, ni à l'Asie, encore moins à l'Europe, et curieusement même pas à Madagascar. C'est bien dans ces pays vierges d'occupation humaine que va naître une des plus étonnantes interculturalités que l'on va appeler créole de l'océan Indien. Africaines, malgaches essentiellement, ces îles le deviendront par leurs habitants. Mais ce peuplement tardif les rendra également européennes et asiatiques. De ces civilisations multiples, car tous les continents et même la plupart des pays en possèdent plusieurs, ce qu'on appelle en termes savants la multiculturalité donnera un syncrétisme original dont il paraît bien difficile aujourd'hui de déterminer la part de chaque composante. C'est pourtant ce que je vais tenter de faire en observant particulièrement la part européenne, non au sens large d'une appartenance au continent Europe, mais au sens restreint de la civilisation spécifique des gens de l'ouest de la France, devenus bourbonnais, mauriciens et séchellois. Et puisque mon hypothèse est que le tempérament celtique des immigrants français a permis l'interculturalité ayant donné naissance à la créolité indo-océanique, il me faut expliquer ces concepts idéologiques.
Avant de définir ce qu'est l'interculturalité et surtout ce à quoi peut correspondre à l'époque moderne un concept de création si récente, voyons d'abord ce qu'on entend par l'expression créolité, un autre néologisme. Selon l'antillais Raphaël Confiant, le concept de créolité fait référence au terme créole, qui vient de l'espagnol criollo, qui dérive lui-même du latin creare, et signifie simplement né aux Amériques. Par opposition, d'une part aux autochtones dits plus tard amérindiens, et d'autre part aux autres arrivés européens et africains, puis asiatiques et levantins. Pour le sociolinguiste québécois Jacques Leclerc, le terme de créole possède deux étymologies, l'une portugaise, crioulo, l'autre espagnole, criollo, qui viennent du même mot latin criare, signifiant soit nourrir, soit élever, ou plus précisément serviteur nourri dans la maison. Une personne qu'on appelait à l'origine un créole désignait d'abord quelqu'un qui avait été élevé sur place, c'est-à-dire qui est du pays. Le mot a servi avant tout à désigner l'enfant blanc né et élevé dans les colonies d'outre-mer. Voilà, c'est ce que dit Jacques Leclerc. Ce mot prend ensuite un sens plus général pour désigner toute personne, même de couleur, née dans une colonie européenne de la mer des Antilles ou de l'océan Indien, Mascareignes, Seychelles. Dans les recensements faits à l'île Bourbon en 1848, on distingue les esclaves créoles nés dans l'île, sans distinction de race ou de couleur, des esclaves malgaches, cafres ou indiens. Il semble que la signification reprend une connotation raciale après l'abolition de l'esclavage, surtout à cause de l'arrivée massive de nouveaux immigrants de couleur, les engagés indiens, les blancs nés dans l'île se reconnaissant seuls le droit à l'appellation de créole. Ils s'adjoignent les métis issus de leur communauté, surtout s'ils portent un nom reconnu comme créole. Les autres sont appelés cafres pour les descendants d'Africains, malbars pour les descendants d'Indiens, arabes pour les descendants d'indo-musulmans, chinois, comoriens, malgaches, etc. Pour Mario Serviable, c'est vers 1920 que la haute bourgeoisie blanche cherche à se réapproprier l'appellation créole pour en faire un objet de promotion identitaire spécifique sous l'impulsion de Raphaël Barquiceau, louant dans sa thèse de doctorat les mérites des poètes réunionnais des siècles passés, surtout du XIXe siècle, et en l'occurrence le Comte de Lis. Dans son exposition culturelle de janvier 1997 intitulée « Languette et grandes langues, enjeux, acteurs et témoins du créole réunionnais », exposition d'éducation populaire, Serviable ne fait pas référence à Barquiceau. Sans doute parce que celui-ci ne juge pas que la langue créole est la référence indispensable pour se dire d'identité créole. Plus tard, dans les années 30, l'île vit sa révolution culturelle, une bataille d'Hernani autour de Fourcade. Avec lui, le créole entre dans les salons bourgeois. La jeunesse dorée réunionnaise affiche ainsi sa différence avec les oreilles, les métropolitains, écrit le géographe Serviable dans son expo Languette et grandes langues, affiche numéro 6. Le distinguo entre qui est ou n'est pas créole ne semble pas unanimement partagé dans l'île jusque dans les années 1950, à l'arrivée des premiers fonctionnaires métropolitains de la départementalisation, quand la désignation devient celle réservée à l'habitant originaire de la Réunion, quelle que soit sa race, par opposition à Zoreille qui s'applique aux Français métropolitains. La bourgeoisie blanche accepte enfin de reconnaître comme créole tout natif de l'île. Mais dans le langage courant, entre habitants de la Réunion, on continue cependant à utiliser les appellations d'origine ethnique, Caf, Malbar, Chinois, Arabes et le plus souvent métis. Les blancs et assimilés se partagent entre gros blancs descendants des grands propriétaires fonciers et petits blancs, les moins riches qui en majorité peuplent les hauts de l'île. Alors la dénomination gros blanc a une connotation négative puisqu'elle rappelle l'énorme emprise foncière que cette communauté a constituée depuis 2 siècles avec la culture de la canne à sucre.
Dans les années 80, à l'île de la Réunion, 5% des propriétaires possédaient encore 50% de la surface agricole utile, notamment les terres mécanisables du littoral. Ce terme gros blanc est aujourd'hui de moins en moins utilisé. Quant aux petits blancs, on parle aujourd'hui plutôt couramment de yab ou de patte jaune. Autrefois, d'autres termes étaient également en usage pour définir cette communauté, comme liton ou maoul. Je rappelle que le terme maoul est un terme malgache qui signifie les gens bien. L'appellation zoréole, pour le métropolitain ayant adopté un mode de vie réunionnais, reste folklorique. Et le curieux néologisme créopolitain, tout récent, pour désigner un réunionnais né et vivant en France métropolitaine, risque fort de ne pas se populariser. Pour être acceptés, les néologismes doivent parfaitement s'accorder au ressenti de la population, à ce que les psychologues dénomment l'inconscient collectif. Et le sentiment d'appartenance créole, ce que nous essayons de redéfinir comme étant la créolité, est de cet ordre. Le problème de ce néologisme créolité, c'est qu'il est créé par opposition à la négritude, dit-on, par des militants littéraires antillais, Confiant, Chamoiseau, Bernabé, en 1989, largement relayé par une presse nationale française qui, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution, veut montrer au monde l'universalisme de la France. En tout cas, le mot créole et ses dérivés ne peuvent plus servir d'argument idéologique, plus ou moins nationaliste, de droite ou de gauche, comme ce fut le cas parfois. Par essence même, la créolité est incompatible avec tout sentiment de xénophobie ou de communautarisme. Être créole aujourd'hui, à La Réunion, c'est d'abord accepter et affirmer son intégration sans réserve au milieu populaire réunionnais, c'est-à-dire au vivre ensemble. Autrefois, il n'était pas rare de rencontrer des personnes complexées qui, tout en se désignant créole, cherchaient à imiter le métropolitain, ne parlaient plus le créole, interdisaient à leurs enfants de le parler et bien sûr de fréquenter les jeunes des quartiers défavorisés où il était pratiqué. Désormais, il paraîtrait insensé de revendiquer sa créolité sans parler couramment la langue créole, sans se nourrir au quotidien de cuisine créole, sans penser et même agir comme un créole, sans avoir dans le plus profond de son être la mentalité créole. Même si l'acculturation, surtout par la télévision et l'arrivée de nombreux migrants, fait son chemin dans les esprits, le sentiment d'appartenance créole reste prégnant et tend à devenir une véritable prise de conscience qu'il faut désormais sauver le riche patrimoine culturel immatériel de la Réunion. Pour le député réunionnais René-Paul Victoria, ex-député réunionnais, vivre dans une île créole, c'est s'enrichir de nos mutuelles différences, car rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Chaque créole est en même temps Cafre, Malbar, Zarabe, Zoreille, Yab, Chinois et l'humanité tout entière, dit Victoria, qui est lui-même Cafre. Cet état d'esprit n'est pas différent à l'île Maurice, à l'île Rodrigue et surtout aux Seychelles, même si chaque État a ses spécificités humaines et politiques. Les Seychelles constituent le premier État au monde à avoir choisi la langue créole comme langue officielle, c'est-à-dire en usage administratif et scolaire courant dès 1981. L'enseignement à la maternelle et au primaire s'y fait prioritairement en créole. L'autre pays ayant reconnu le créole comme langue officielle, mais seulement depuis 2013 pour l'enseignement, est la République d'Haïti. Dans l'océan Indien, c'est à Victoria, la capitale séchelloise, qu'on ressent le plus fort sentiment d'appartenance créole de tout l'océan Indien, sans influence prépondérante de telle ou telle communauté d'origine. À La Réunion, la mimésis économique et sociale française, notamment parisienne, surtout par l'administration et la télévision, est flagrante. À Maurice, même si l'usage de la langue créole mauricienne est quasi général, c'est le leadership anglo-indien qui l'emporte.
La constitution mauricienne ne reconnaît d'ailleurs que 3 communautés officielles, les Indo-Mauriciens, les Sino-Mauriciens et le reste dit la population générale. L'appellation créole, qui n'est pas reconnue par la constitution mauricienne, y est curieusement réservée à la seule population de couleur noire ou métissée présente dans l'île depuis le XVIIIe siècle, par opposition surtout aux Indo-Mauriciens arrivés massivement au XIXe siècle après l'abolition de l'esclavage, en 2 étapes, 1835 et 1839. Les autres communautés sont les Franco-Mauriciens descendants des grands propriétaires blancs, on en a déjà parlé, très minoritaires, les Sino-Mauriciens issus des immigrés chinois et les musulmans issus des commerçants Gujarati arrivés à Maurice au début du XXe siècle. Alors, la communauté franco-mauricienne, on l'a dit, très faible numériquement, n'est pas reconnue constitutionnellement, mais a un tel pouvoir économique que l'appellation se comprend. Juridiquement, les franco-mauriciens sont classés dans la population générale. Il n'y a donc que 3 communautés officielles à l'île Maurice, je le répète, les Indo-Mauriciens, les Sino-Mauriciens et le reste dit la population générale. À Madagascar et dans les anciens comptoirs français de l'Inde, le terme créolité est plus un concept philosophique qu'une dénomination à caractère ethnique. On peut rencontrer des gens métis franco-malgaches qui se disent créoles sur l'île de Nosy-Bé, sur celle de Sainte-Marie, plus rarement à Fort-Dauphin et à Diego Suarez, mais cela ne correspond à aucune communauté créole constituée géographiquement et culturellement. Pour Pondichéry, mon ami et collègue Annie Meshraï n'hésite pas à parler d'une certaine forme de créolité, persuadé qu'il est, mais je le suis également, que le métissage culturel qui a été vécu a de fortes ressemblances avec celui des îles Mascareignes. Il y a bien eu, à Madagascar comme en Inde, un début d'interculturalité comparable à ce qui a donné la créolité dans les petites îles, puisque constituée à partir des mêmes racines multiples, européennes, malgaches, indiennes et autres. Bien entendu, ces minuscules îlots interculturels perdus à la périphérie de la grande île et du sous-continent indien n'ont eu qu'une incidence modeste sur les immenses cultures ancestrales malgaches et indiennes. Ils créent pourtant, chez les populations qu'ils touchent, des sentiments, parfois faits de ressentiment, mais toujours une certaine vision de l'autre plus ou moins positive, qui laisse pour de nombreuses générations un imaginaire collectif nourri de métissage culturel. Lors d'une communication que j'ai faite à l'université de Pondichéry le 21 janvier 2010, intitulée « Le rêve français de s'offrir un empire en Inde au XVIIIe siècle », j'avais tenté de restituer en quelques phrases l'image qu'on pouvait se faire de la mentalité de 4 des plus importants gouverneurs français à Pondichéry, François Martin, Pierre Lenoir, Pierre-Benoît Dumas et Joseph Duplex. Leur comportement est positif puisqu'il permet une interculturalité franco-indienne qui laisse des souvenirs plutôt heureux aux populations autochtones. Face aux rouleaux compresseurs anglais, les comptoirs français donnent en général une image de douceur de vivre et d'un bon apprentissage de la citoyenneté. À l'issue de mon exposé, le professeur Krishnamurti de l'université de Pondichéry, président de séance, faisait remarquer à l'auditoire « Ce discours entre tout à fait dans le cadre de ce qui permet d'entretenir l'imaginaire des Indiens concernant la présence française en Inde. » En conclusion, je dirais que le terme créolité indo-océanique ou indiane-océanique ne peut s'appliquer qu'aux petites îles du sud-ouest de l'océan Indien, très probablement inhabitées jusqu'au XVIIe siècle, à savoir celles des Mascareignes et des Seychelles. Pour la grande histoire de la Réunion, déclare l'écrivain-chercheur Roger Théodorat, le document fondateur méconnu que constituent les statuts de la première compagnie française des Indes orientales, écrit par François Charpentier en 1664, qui a régi les relations humaines à l'île Bourbon pendant 10 ans au moins, extrêmement moderne pour l'équité qui s'en dégage, il interdit l'esclavage et la maltraitance, est une clé à la compréhension du comportement
d'une grande partie de la population pendant toute la période de l'esclavage et même après. Il permet aussi de comprendre pourquoi, comme en témoigne dès 1709 le mémoire d'Antoine Boucher dans cette société métissée dès le départ, le terme créole a désigné tout individu né sur l'île indépendamment des origines de ses parents.